femme infirme et sans valeur. Quel genre d'épouse ne supporte même pas de saluer son mari? La voix tonitruante de Tindé résonnait dans toute la maison, faisant trembler les bibelots dans le placard. Ses yeux, autrefois emplis d'un amour tendre, brûlaient maintenant d'un dégoût glacial tandis qu'il se penchait sur Fatima, assise dans son fauteuil roulant. Chaque mot était une gifle, une flèche empoisonnée lancée avec une précision cruelle. Fatima, figée, sentait ses mains trembler sur ses genoux, tandis que le regard horrifié de leurs 3 enfants, Femi, 16 ans, Kin, 13 ans, et Finka, 8 ans, pesait lourdement depuis la table à manger. C'était un lundi soir, et comme une horloge funeste, son mari, Tindé, épousé 15 ans auparavant, s'était de nouveau transformé en un monstre qu'elle ne reconnaissait plus. Fatima murmura un « je suis désolée ». Bien qu'elle n'ait rien à se reprocher, le poids de sa culpabilité et le désir de pacifier la bête l'étouffent. Ses jambes étaient paralysées depuis l'accident de voiture survenu 4 ans plus tôt, le même accident où elle s'était précipitée pour aller chercher leur plus jeune fille, Finka, à l'école, car Tindé avait oublié que c'était son tour. Pourtant, Tindé se pencha, crachant le mot « pardon », en renversant d'un geste dédaigneux le plat de riz jollof que Fatima avait passé des heures à préparer. Les grains rouges, tels des gouttes de sang, se répandirent sur le carrelage immaculé de leur cuisine. « Tes excuses ne veulent rien dire », gronda Théil, sa voix s'élevant encore. « Regarde ce dîner pitoyable. Regarde cette maison pitoyable. Regarde-toi, Fatima. » Femi, leur fils aîné, déjà doté de larges épaules, se leva, la fureur juvénile gravée sur son visage. « Baba, arrête !» Tindé se tourna vers lui, ses yeux lanciers. « Assieds-toi. C'est entre ta mère et moi. » Fatima fit signe à Femi de s'asseoir, le cœur serré par le sacrifice silencieux de son fils. Il connaissait ce rituel, chaque lundi, depuis 3 mois. Fatima avait remarqué ce schéma, cette transformation aberrante. Tindé partait au travail le matin, normal, attentionné, l'aidant même à s'asseoir avec ses mains douces, mais revenait le soir comme possédé par un esprit maléfique. Elle tenta de garder sa voix calme, un mince fil de dignité dans le chaos. « Le repas est encore chaud, » dit-elle. « Laisse-moi te servir. » Tindé la regarda avec un sourire narquois, un sourire qu'elle avait appris à redouter. « J'ai déjà mangé, » dit-il, ses mots ciselant son âme plus que n'importe quel couteau. « Avec quelqu'un qui sait comment faire plaisir aux hommes. » Ces paroles la transpercèrent. Les enfants fixaient leurs assiettes, trop effrayés pour bouger, leurs jeunes visages masqués par la peur. « Les enfants, » dit Fatima doucement, « allez dans vos chambres, s'il vous plaît. »« Mais maman » commença Finka, des larmes ruisselant sur son visage rond. Pourtant, Fatima insista, et ils obéirent à contre-cœur, Femi aidant sa petite sœur à déblayer le riz, les mains tremblantes de rage et de tristesse. Une fois qu'ils furent partis, Fatima roula son fauteuil roulant vers Tindé, qui se versait un grand verre de whisky, son attitude imprégnée d'une arrogance glaçante. « Que t'est-il arrivé ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Qui vois-tu tous les lundis ?» Son rire lui glaça le sang, un son railleur et dénué de toute humanité. « Tu as enfin compris. Et que vas-tu faire? Roule après moi ?» Il imita cruellement ses mouvements en fauteuil roulant, transformant son handicap en moquerie. Fatima sentit quelque chose se briser en elle, non pas son cœur qui se brisait depuis des mois, mais les chaînes de la peur qui l'avaient réduite au silence. « Son nom ?» demanda Fatima doucement. Tindé se pencha, l'haleine de whisky brûlante sur son visage. « Dis-moi son nom » demanda Fatima, plus fort cette fois, une force insoupçonnée montant en elle. Il se redressa, un étrange sourire aux lèvres, révélant la pleine mesure de sa cruauté. « Elle s'appelle Zénab. Et contrairement à toi, elle sait danser pour moi. Elle peut courir à ma rencontre à la porte. Elle n'a pas besoin d'être portée au lit comme une enfant. » Chaque mot était calculé pour blesser, et ils atteignirent leur cible, la douleur déchirant Fatima. Mais sous cette douleur, quelque chose d'autre grandissait, une résolution froide et dure comme le granit. « Et elle te demande de tes nouvelles, » continua-t-il, savourant sa souffrance. « Elle veut savoir si tu as des soupçons. Elle trouve ça excitant de savoir que je rentre à la maison et que je te remets à ta place avant d'aller la voir le lundi. »
Fatima sentit son estomac se nouer, la nausée la submergeant. Il la battait pour le divertissement d'une autre femme. Cette prise de conscience la rendit physiquement malade, un dégoût profond montant en elle. Parfois, je l'enregistre, murmura-t-il, lui montrant son téléphone, un rictus se dessinant sur son visage. Elle aime particulièrement quand tu pleures. Dans un élan de désespoir et de rage, Fatima se jeta de son fauteuil roulant et tomba lourdement par terre. Ses jambes inutilisables s'écartèrent sous elle, non pas par faiblesse, mais dans une tentative désespérée d'attraper son téléphone, de saisir la preuve de son humiliation. Le lendemain matin de l'explosion de Tindé, Fatima se réveilla avec des ecchymoses douloureuses sur les bras et une détermination brûlante dans la poitrine, une flamme froide qui refusait de s'éteindre. En s'installant dans son fauteuil roulant, elle aperçut son reflet dans le miroir. Une femme qu'elle reconnaissait à peine, le visage autrefois vibrant maintenant masqué par la peur et des yeux cernés d'ombre. C'était le visage d'une femme diminuée, sans valeur, comme Tindé se plaisait à le répéter. La petite voix de Finca résonna à sa porte. La fillette serrait son uniforme d'écolière, hésitant à entrer, ses grands yeux expressifs débordant d'une anxiété enfantine. « Baba est parti ?» demanda-t-elle. Fatima força un sourire, le rendant plus pour Finca que pour elle-même, et tapota le lit à côté d'elle. « Oui, mon rayon de soleil. Il est parti tôt. Viens aider maman à se préparer. » Tandis que Finca l'aidait à s'habiller, ses petits doigts évitant soigneusement les bleus jaunâtres qui s'estompaient sur ses bras, Fatima réalisa avec une douleur profonde que ses enfants avaient appris à naviguer dans la colère de leur père. Ils étaient devenus des experts en dissimulation, une habileté qu'aucun enfant ne devrait jamais maîtriser. « Baba sera-t-il encore en colère ce soir ?» demanda Finca d'une voix faible, le poids de l'incertitude dans ses paroles brisant le cœur de Fatima. Fatima prit son visage entre ses mains, le cœur brisé par la peur dans les yeux de sa fille. « Non, pas ce soir, ma chérie. Le lundi, c'est... » Elle ne put finir. « Les jours de colère de Baba, » murmura Finca, complétant sa phrase avec une lucidité déchirante. Fatima fut déchirée par la prise de conscience que sa fille de 8 ans avait déjà cartographié les abus de son père. Elle la serra contre elle, respirant le doux parfum de noix de coco de ses tresses. « Finca, écoute-moi. Les choses vont bientôt changer, promis. » Après avoir envoyé les enfants à l'école, Fatima s'assit seule dans leur salon, contemplant les photos de famille accrochées au mur. Leur mariage à l'église d'Ibadan, la cérémonie de baptême de Femi, leur voyage en famille à Lekki Beach avant l'accident. Sur chaque photo, le bras protecteur de Tindé entourait Fatima, un rappel ironique du passé. Qu'est-il arrivé à cet homme? Cette question la tourmenta, tandis qu'elle composait le numéro de sa cousine, Ngozi. Si quelqu'un pouvait l'aider sans la juger, c'était bien elle. Fatima, ça fait des semaines. Sa voix joyeuse emplit la ligne, un contraste frappant avec la détresse de Fatima. J'ai besoin de ton aide, dit Fatima, la voix brisée par l'émotion. Tu peux venir maintenant. 1 heure plus tard, Ngozi s'assit en face d'elle, le visage durci tandis que Fatima dévoilait ses bleus et écoutait l'enregistrement des aveux glaçants de Tindé. Ce chien, siffla Ngozi, frappant du poing sur la table basse en acajou. J'appelle le frère de mon mari, il est de la police. On va arrêter Tindé aujourd'hui. Fatima secoua la tête, une décision prise. Pas de police. Pas encore. Quoi? Pourquoi, Fatima? Il te frappe pour le plaisir. Parce que j'ai besoin de plus que de justice, Ngozi. J'ai besoin de sécurité pour mes enfants. Fatima se rapprocha d'elle, sa voix baissée pour souligner la gravité. Si Tindé est arrêté maintenant, sa famille m'en voudra. Tu sais à quel point ils sont influents à Ibadan, une famille respectée dans la communauté. Sa mère prendra les enfants en charge pendant qu'il est en prison, et je ne peux pas risquer de les perdre. Les yeux de Ngozi se plissèrent de compréhension. Alors, quel est ton plan? Fatima s'était toujours appuyée sur son intellect, même lorsque son corps l'avait trahi. J'ai besoin de preuves de tout. La liaison, la situation financière, ses violences. Je dois monter un dossier si solide qu'en partant, j'emporte tout. Tout. Ngozi haussa un sourcil.
La maison, les enfants, sa dignité, précisa Fatima froidement. Il a transféré de l'argent quelque part. Nos économies s'épuisent. Je soupçonne qu'il compte nous laisser sans rien. Ngozi hocha lentement la tête, l'admiration remplaçant son choc initial. Mon amie Bizi travaille à la First Bank. Elle pourrait peut-être m'aider avec les documents financiers. Et je dois retrouver cette Zénab, continua Fatima, le nom sonnant comme une amertume dans sa bouche. La femme qui trouve ma douleur amusante. Que feras-tu quand tu la retrouveras? Fatima baissa les yeux vers ses jambes inutilisables. Ce que j'ai toujours fait de mieux, c'est éduquer les gens. Avant mon accident, j'étais une directrice d'école secondaire respectée, connue pour mon approche stricte mais juste. Bien que mon corps soit brisé, mon esprit reste d'une vivacité remarquable. Il te faudra des yeux et des jambes pour ça, dit Ngozi, la détermination remplaçant le choc sur son visage. Je serai les deux pour toi. Après le départ de Ngozi, Fatima roula son fauteuil roulant dans la chambre qu'elle partageait avec Tindé. Avec une nouvelle détermination, elle fouilla dans ses affaires, ses doigts glissant sur ses vêtements chers, sans rien trouver, jusqu'à la poche intérieure de son costume du dimanche, celui qu'il trouvait trop formel pour être porté au quotidien. Là, elle trouva un reçu. Un reçu du Radisson Blu Hotel de Victoria Island, daté de chaque lundi depuis 3 mois, la chambre payée en espèces. Au même moment, son téléphone vibra. Un message de Ngozi. Bizi nous retrouvera demain. Elle a trouvé quelque chose. Ce soir-là, Tindé rentra à la maison, doux et généreux comme toujours entre les lundis. Fatima joua son rôle à la perfection. Elle accepta son baiser, sourit à ses plaisanteries et fit comme si elle n'avait pas vu le monstre sous le masque, une performance silencieuse pour la survie de ses enfants. Tandis qu'il l'aidait à se coucher, son toucher désormais doux et trompeur, il murmura « Je suis désolé pour hier, Fatima. Le stress du travail. Ça n'arrivera plus. » Le même mensonge répété chaque mardi, une litanie creuse. « Je connais mon mari, » répondit Fatima, les mots amers sur la langue. « Nous avons tous nos fardeaux à porter. » Il prit son message pour du pardon, souriant en éteignant les lumières de la chambre. Dans l'obscurité, Fatima chercha son téléphone sous son oreiller et envoya un texto rapide à Ngozi. Lundi prochain, chambre 415. Tandis que les ronflements de Tindé emplissaient leur chambre, Fatima fixait le plafond, calculant. 6 jours pour rassembler des preuves. 6 jours pour se préparer à la guerre. 6 jours jusqu'au lundi suivant, où Tindé découvrirait que briser une femme ne la détruit pas toujours. Parfois, cela la transforme en quelque chose de bien plus dangereux. Devant leur chambre, Fatima entendit le craquement d'une planche, puis l'ombre de Femi passa devant leur porte. Ses pas d'adolescent portaient déjà le poids d'un homme. Son fils observait, attendait, apprenant les mauvaises leçons de virilité. Pour lui, pour tous ses enfants, Fatima réécrirait la fin de cette histoire. Elle leur apprendrait que la dignité ne peut être enlevée, seulement abandonnée. La première agence bancaire du centre-ville d'Ibadan bourdonnait d'activités matinales, tandis que Ngozi poussait le fauteuil roulant de Fatima à travers les portes vitrées. La fraîcheur de la climatisation était un soulagement bienvenu face à la chaleur torride de l'extérieur, mais elle ne suffisait guère à apaiser le feu de la détermination qui brûlait en Fatima. « La voilà », murmura Ngozi, désignant d'un signe de tête une femme mince en robe bleu marine. C'était Bizi, l'amie de Ngozi, leur clé potentielle pour accéder aux secrets financiers de Tindé. « Fatima, j'ai tellement entendu parler de toi », dit Bizi en se penchant pour l'embrasser, son regard s'attardant sur l'échymose jaunâtre qui s'estompait près de sa tempe, mal dissimulée par le maquillage. Elle n'en dit rien, mais sa mâchoire se crispa un instant, trahissant une compréhension silencieuse. « Merci de nous avoir accueillis, » dit Fatima d'une voix basse, un mélange d'embarras et de reconnaissance. « Je ne poserai pas de questions si. »« Pas besoin d'explications, » l'interrompit Bizi, jetant un regard prudent autour d'elle, consciente des regards indiscrets dans la banque bondée. « Allons dans la salle de consultation privée. » La pièce était petite, mais élégante, avec ses parois vitrées teintées offrant une intimité sans isolement. Bizi ferma la porte et s'assit en face d'elle, ses doigts effleurant son clavier d'ordinateur.
Ce que je m'apprête à faire pourrait me coûter mon poste, commença Busy d'une voix grave. Il faut donc que tu comprennes la gravité de la situation. Fatima hocha la tête, la culpabilité et la détermination l'envahissant. Busy était une femme courageuse, prête à prendre des risques pour une autre femme. J'ai accédé à vos comptes joints, poursuivit Busy, son ton professionnel masquant toute émotion. Et voici ce que j'ai trouvé. Elle tourna l'écran vers elle. L'écran affichait l'historique des transactions des 6 derniers mois. Toutes les 2 semaines, le jour de paie de Tindé, des sommes importantes disparaissaient de leur compte joint pour être transférées vers un autre compte. Il a déplacé de l'argent systématiquement, expliqua Busy. Pas d'un coup, ce qui a l'air très, mais suffisamment régulièrement pour accumuler une somme conséquente. Convien, demanda Fatima, la voce sece, sonco urbatant la chamare. 7 millions de Nera. La pièce sembla basculer. 7 millions. Les frais de scolarité de leurs enfants pendant des années, leur épargne retraite, l'argent qu'elle croyait qu'ils économisaient pour les études universitaires de Femi. Où va-t-il? Fatima, horrifiée, avait du mal à respirer. Busy hesita. C'est là que ça devient intéressant. L'argent est versé sur un compte au nom de Z Enterprises. Zénab, murmura Fatima, le nom de la maîtresse brûlant ses lèvres. C'est possible, dit Busy. Mais il y a plus. Il y a 2 mois, il y a eu un retrait important, 3 millions de Nera utilisés pour. Elle sortit un autre document, un compromis de vente. Fatima fixa le document, une adresse soulignée, Paradis Estate, bloc 7, appartement 3, Ikoyi. Son mari avait acheté un appartement de 2 chambres à Ikoyi, l'un des quartiers les plus chics de Lagos. Un nid d'amour, cracha Ngozi, sa voix emplie de fureur contenue. Construit avec ton argent, Fatima. Tindé n'avait pas seulement eu une liaison, il avait lentement, insidieusement, reconstruit sa vie, petit à petit, à leurs dépens. Peux-tu m'imprimer ces documents? Demanda Fatima à Busy, sa voix plus assurée qu'elle ne le pensait. C'est déjà fait. Busy lui tendit une enveloppe scellée. J'ai aussi ajouté autre chose. Le formulaire dont vous aurez besoin pour vous retirer du compte joint. Si vous le signez, il ne pourra plus toucher l'argent que vous déposerez sur votre nouveau compte séparé. Fatima serra l'enveloppe comme une bouée de sauvetage. Merci ne suffit pas, le regard de Busy s'adoucit, une tristesse partagée dans ses yeux. Ma sœur a été dans ta situation autrefois. Personne ne l'a aidée. Elle tendit la main par-dessus la table et serra celle de Fatima. Nous, les femmes, devons nous protéger les unes les autres. Tandis que Ngozi la faisait sortir de la banque en fauteuil roulant, les pensées de Fatima se bousculaient. Elle avait été si naïve, croyant que leurs difficultés financières étaient temporaires, sans jamais se douter que son mari vidait délibérément leur compte pour financer sa nouvelle vie. Et maintenant? Demanda Ngozi en arrivant à sa voiture. À présent, on visite cet appartement, dit Fatima, dépliant le titre de propriété. Lundi prochain, pendant que Tindé me croit à la maison, pense à mes blessures. Ce soir-là, en préparant le dîner, Fatima observa Tindé jouer avec leurs enfants dans le salon, riant avec Finca et aidant Kin avec ses devoirs. Le père parfait. Avec quelle facilité il changeait de masque, un acteur dans sa propre pièce. Le dîner est prêt, cria Fatima, forçant la chaleur dans sa voix. Autour de leur table, celle-là même où il l'avait humilié 2 jours plus tôt, Tindé était le charme incarné. Il complimentait sa cuisine, demandait aux enfants comment s'était passée l'école et lui servait même en premier, un signe de respect affecté. « J'ai une bonne nouvelle », annonça-t-il avec un large sourire. « J'avais prévu une surprise. » Le cœur de Fatima battait la chamade. Était-il sur le point d'avouer quelque chose? J'ai réservé des vacances en famille à Dubaï pour Noël. Les enfants éclatèrent de joie, tandis que Fatima restait figée, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Dubaï. Avec quel argent? Leur argent? L'argent qu'ils n'avaient pas encore versé à Z Enterprises. C'est merveilleux, réussit-elle à dire. Comment as-tu pu te le permettre? Son sourire se crispa presque imperceptiblement, un masque fêlé.
J'économise un peu d'argent chaque mois pour ma famille. L'ironie était presque insupportable. Il était assis là, promettant à leurs enfants des vacances de rêve d'une main, tout en leur volant leur avenir de l'autre. Plus tard, tandis que Tindé l'aidait à se coucher, son toucher était doux et attentionné. Fatima prit une profonde inspiration. « Tu travailleras encore tard lundi prochain. » Une lueur de surprise, de suspicion traversa son visage avant de se muer en une indifférence désinvolte. « Oui, malheureusement, ce projet est exigeant. » Fatima mentit, sa voix douce et trompeuse. « J'espérais que tu pourrais m'emmener en kinésithérapie. » Le docteur Musa affirme qu'il existe un nouveau traitement qui pourrait soulager la douleur. C'était un mensonge, une fabrication calculée. Il n'y avait aucun nouveau traitement, aucun rendez-vous. Tindé l'embrassa sur le front, l'image du mari inquiet. « Je vais reporter mon rendez-vous. Ta santé passe avant tout. » La facilité de son mensonge stupéfia Fatima. Il n'avait aucune réunion à reprogrammer, aucun projet exigeant des heures supplémentaires, juste un rendez-vous un lundi marqué par la violence, suivi du réconfort dans les bras d'une autre femme. « Non », dit Fatima rapidement, avec une fausse sincérité. Le week-end s'écoula avec une lenteur insoutenable pour Fatima. Elle joua son rôle à la perfection. L'épouse dévouée, la mère nourricière, la femme qui avait accepté son sort avec une résignation apparente. Tindé, inconscient du changement profond qui s'opérait en elle, savourait la chaleur de leur foyer apparemment paisible. Dimanche matin, alors qu'il se préparait pour l'église, Fatima l'observait nouer sa cravate devant le miroir. Ces mêmes mains qui l'auraient frappé la veille arrangeaient maintenant soigneusement le tissu autour de son cou. « Tu es beau », dit Fatima, le compliment ayant un goût de cendre sur sa langue. Il sourit, satisfait de lui-même. « Et tu es toujours aussi belle, Fatima. » Pourtant, le compliment ne parvenait pas à son cœur endurci. À l'église chrétienne rachetée, ils étaient assis à leur banc habituel, la famille parfaite aux yeux du monde. Tindé aida Fatima à descendre de son fauteuil roulant jusqu'au siège rembourré, s'assurant qu'elle était confortablement installée avant de s'asseoir à côté d'elle, sa main posée avec possessivité sur sa cuisse. Le pasteur Adémiola prêcha sur la fidélité et l'honnêteté, et Fatima vit son mari acquiescer solennellement, allant même jusqu'à dire un « Amen » chaleureux aux moments opportuns. L'hypocrisie était étouffante, une odeur douceâtre dans l'air sacré. Après le culte, ils furent entourés de sympathisants et de fidèles, tous louant Tindé pour sa dévotion exemplaire. « Quel homme bien !» disait-il. « Que Dieu vous bénisse pour l'attention que vous portez à votre femme malgré son état. » Si seulement il savait. « Madame Fatima !» appela une jeune voix. Fatima se retourna et vit Vikemi, une de ses anciennes élèves lorsqu'elle était directrice. Aujourd'hui, c'était une belle jeune femme, rayonnante et pleine d'entrain. Elle se précipita pour la prendre dans ses bras. « Tu aimes tellement mon Kemi. »« C'est merveilleux de te voir. » Fatima lui tint les mains, sincèrement heureuse de revoir cette jeune femme brillante. « Comment se passe l'université ?»« Incroyable. » « J'étudie le droit à l'université de Lagos, comme tu m'y as encouragé. » Ses yeux brillaient d'admiration sincère. « Je dis à tout le monde que ma réussite est grâce à toi. » Du coin de l'œil, Fatima vit Tindé se tortiller, mal à l'aise. Il n'aimait pas qu'on lui rappelle son ancienne carrière, son indépendance. Avant l'accident, son salaire était équivalent au sien, et sa réputation et son éducation éclipsaient son poste intermédiaire dans l'entreprise de télécommunications. « Ta réussite t'appartient, Kemi, » dit Fatima chaleureusement, « mais j'en suis fier quand même. » En fait, Madame Fatima, continua Kemi avec enthousiasme, je suis actuellement stagiaire au tribunal des affaires familiales de l'État d'Oygreko. Si vous souhaitez venir me voir, je serai ravi de vous faire visiter les lieux. Un déclic se fit dans l'esprit de Fatima. Le tribunal des affaires familiales. C'est là que l'on gère les divorces, n'est-ce pas? Oui. Et les questions de garde d'enfants, de partage des biens, tout. Elle se pencha plus près, baissant la voix. J'apprends tellement sur la façon dont les femmes peuvent se protéger légalement. C'est valorisant. La main de Tindé se referma sur l'épaule de Fatima, sa prise inutilement ferme. On devrait y aller,
dit-il d'une voix tendue. Les enfants attendent. Fatima hocha la tête, mais serra la main de Kémy d'un air entendu. Je t'appelle. J'aimerais bien voir où tu travailles. Tandis que Tindé la ramenait en fauteuil roulant, sa prise sur les poignets était inutilement ferme, une colère silencieuse brûlant en lui. Pourquoi aurais-tu besoin de te présenter au tribunal des affaires familiales? Demanda-t-il d'une voix faussement désinvolte. Je soutiens simplement Kémy, répondit Fatima d'un ton posé. J'ai encadré de nombreux étudiants, tu te souviens, avant l'accident. Il ne dit rien de plus, mais la tension dans ses mouvements lui disait tout. Pour la première fois, Fatima avait transpercé sa confiance, semé le doute. Bien, lundi matin arriva avec une grande impatience. Fatima fit ses adieux aux enfants pour l'école, le cœur serré à l'idée de ce qui les attendait, mais déterminé. N'oubliez pas de finir vos devoirs avant de rentrer, leur rappela-t-elle. Et Fémy, assure-toi que Finca mange correctement son déjeuner. Fémy, toujours perspicace, observa son visage. Tu vas quelque part, maman? À la kinésithérapie avec tante Ngozi, mentit Fatima, détestant cette nécessité, mais sachant que c'était pour leur bien. Il hocha lentement la tête. Seras-tu de retour avant le retour de Baba? La question était lourde de sens. Serait-elle en sécurité? Serait-elle là pour absorber la colère de leur père ce lundi et les protéger? Fatima prit son visage entre ses mains. Tout sera différent après aujourd'hui, Fémy, crois-moi. Après leur départ, Fatima s'habilla avec soin. Une robe bleu marine sur mesure qu'elle n'avait pas portée depuis l'accident, ses boucles d'oreilles en or, une touche de maquillage pour masquer les bleus qui s'estompaient. Elle ne s'habillait pas pour Tindé, ni pour Zénab, mais pour elle-même. Une armure pour la bataille à venir. À 10 heures précises, Ngozi arriva avec son cousin Inandi, un homme aux larges épaules et au regard bienveillant. « Tu dois être Fatima », dit-il, l'aidant à monter dans sa voiture avec une aisance naturelle et respectueuse. « Ngozi m'a tout raconté. Ce que fait votre mari n'est pas bien. »« Merci de votre aide », répondit Fatima, la gorge serrée par l'émotion. Le voyage jusqu'à Lagos dura près de 2 heures, ponctué d'un silence nerveux. À l'approche de Victoria Island, l'anxiété de Fatima atteignit son paroxysme. Que trouverait-elle? Que dirait-elle face à la femme qui encourageait la violence de son mari? Nous y sommes, annonça Inandi en arrivant à Paradise Estate, un complexe d'appartements de luxe rutilant surplombant la lagune de Lagos. L'agent de sécurité s'approcha de leur fenêtre. Qui visitez-vous? Bloc 7, appartement 3, répondit Ngozi avec assurance. Nous sommes attendus. Un mensonge, mais prononcé avec une telle conviction que le garde hocha simplement la tête, vérifiant son carnet avant de les laisser passer. Alors qu'ils approchaient du bâtiment, Inandi jeta un coup d'œil à sa montre. Il était midi. Si votre mari suit son emploi du temps habituel, il arrivera dans l'heure. Fatima déglutit, le cœur battant à tout rompre. Ngozi, aide-moi à monter à l'appartement. Inandi, peux-tu attendre dans la voiture? Si tu vois arriver une Toyota Camry noire, envoie un SMS à Ngozi. Le trajet en ascenseur jusqu'au 3e étage fut les 30 secondes les plus longues de sa vie. Arrivée à la porte de l'appartement, Fatima hésita, la main tremblante sur la sonnette, l'adrénaline pompant dans ses veines. « On peut encore faire demi-tour », murmura Ngozi, sentant son hésitation. Fatima secoua la tête, une nouvelle résolution éclairant son visage. « J'ai fait demi-tour depuis trop longtemps. » Elle appuya sur la sonnette. Des pas s'approchèrent de l'intérieur. La porte s'ouvrit brusquement, révélant une femme magnifique en robe de soie. Grande, mince, le maquillage impeccable malgré leur matinale. Son sourire d'impatience se figea à leur vue. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, serrant plus fort sa robe autour d'elle. « Je suis Fatima », dit Fatima d'une voix plus assurée qu'elle ne le pensait. La femme de Tindé. Les yeux de Zénab s'écarquillèrent, passant de son visage à son fauteuil roulant. Elle commença à reconnaître l'infirme. « L'infirme » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Fatima et Ngozi.
La cruauté désinvolte de ces mots frappa Fatima comme un coup physique. Cette femme ne lui accordait même pas la dignité d'un nom. Elle n'était juste l'infirme. « On peut entrer ?» demanda Fatima, les mots glacés, un défi dans son regard. « Ou préfères-tu que nous discutions dans le couloir, là où tes voisins peuvent t'entendre ?» Zénab hésita, puis recula, laissant Ngozi pousser Fatima à l'intérieur. L'appartement était exactement comme Fatima l'avait imaginé, moderne, luxueux, meublé avec des meubles neufs. Et pourtant, elle reconnut certains objets, des touches qui venaient de chez eux, achetés avec leur relevé de carte de crédit commun, maintenant disposés dans ce nid d'amour secret. Sur la table basse, des photos encadrées de Tindé et Zénab les montraient sur la plage, au restaurant, l'air parfaitement heureux. Sur l'une d'elles, ils étaient tous les deux debout devant cet immeuble, leurs clés pendues à leurs mains jointes. « Combien de temps ?» demanda Fatima, désignant les photos d'un geste sec. Zénab croisa les bras sur la défensive. « 2 ans. C'était après ton accident. » Cette révélation coupa le souffle de Fatima. 2 ans. Son accident remontait à 4 ans. Il avait commencé à la tromper alors qu'elle pouvait encore marcher, danser avec lui, l'accueillir à la porte. « Et les coups du lundi ?» exigea Ngozi, le ton tranchant, quand Fatima ne pouvait pas parler. Était-ce ton idée ou la sienne? Zénab tressaillit, son sang-froid se brisant légèrement. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Fatima sortit son téléphone et fit écouter l'enregistrement de la confession de Tindé, sa voix rauque résonnant dans le salon luxueux. Parfois, je l'enregistre. Elle aime particulièrement quand tu pleures. Le visage de Zénab se vida de ses couleurs. Il m'a dit que tu étais violente, que tu le manipulais, que tu le contrôlais avec ton handicap, que te punir était nécessaire. Et tu crois ça? S'exclama Ngozi, la colère montant. Fatima observa Zénab. Des larmes emplirent les yeux de Zénab, sincères ou calculées, Fatima ne pouvait le dire. Je l'ignorais. Yitayure. Je ne savais pas qu'il t'enregistrait. Il vient de dire qu'il t'a remise à ta place. Ma place. La voix de Fatima était d'un calme absolu, d'un calme qui glaçait. Et où est-elle exactement? Sous son poing? Par terre? Dans un hôpital? Zénab détourna le regard, la honte affleurant enfin. Enfin, c'est très parfait. Que veux-tu de moi? Fatima roula son fauteuil roulant plus près, forçant Zénab à la regarder, à voir au-delà du handicap. Je veux que tu me vois. Que tu me vois vraiment. Non pas l'infirme, non pas comme un obstacle à ton bonheur, mais comme une femme, une mère, un être humain qui ne mérite pas ce que vous avez fait. Quelque chose changea dans l'expression de Zénab, la première émotion sincère que Fatima y avait vue. Il va te quitter, dit-elle presque sur un ton d'excuse, sa voix à peine audible. Il a déjà transféré l'argent après le voyage à Dubaï avec vos enfants. Il prévoit de demander le divorce. C'était donc prévu. Ses dernières vacances en famille, un cadeau d'adieu, une offrande coupable avant de les abandonner. Ce voyage à Dubaï n'était pas de la générosité, c'était de l'argent de conscience, un prix pour sa trahison. T'a-t-il dit qu'il me battait depuis avant mon accident? Fatima demanda doucement. Que mon état était dû à un accident de voiture où je me précipitais pour aller chercher notre fille, car il avait oublié. La confusion obscurcit le visage de Zénab. Non, il a dit que tu avais eu un accident avec un petit ami. Que tu le trompais. Le rire amer de Fatima l'interrompit, un son rauque et douloureux. Il n'y avait pas de petit ami. Il n'y avait que Tindé. Pendant 15 ans, j'ai été fidèle à un homme qui m'a trompé pendant au moins 2 ans. Le téléphone de Ngozi vibra. Elle le vérifia, son expression crispée. Il est là. Une Toyota noire vient d'arriver. Le cœur de Fatima battait fort. Ce moment, les confronter tous les deux, était ce qu'elle avait prévu. Mais maintenant que c'était arrivé, la terreur l'envahissait. Deviendra-t-il violente? Blesserait-il Ngozi aussi? Fatima. Zénab pâlit. Tu dois partir maintenant. Il ne peut pas te trouver ici. Sa panique surprit Fatima. Avait-elle peur de lui aussi?
Pourquoi? Que va-t-il faire? Insista Fatima, observant attentivement sa réaction. Tu ne comprends pas. Quand il boit, quand il est en colère. Sa voix s'éteignit, se frottant inconsciemment le poignet, où Fatima remarqua alors des bleus s'estompaient comme un bracelet. La compréhension surgit avec une clarté terrifiante. Fatima n'était pas la seule victime de Tindé. Depuis combien de temps te frappait-il? Demanda Fatima doucement. Des larmes coulaient sur les joues de Zénab. 6 mois. Ça a commencé par des attrapages, puis des bousculades. Lundi dernier, après son retour de chez toi, elle ne put finir. Le monstre que Fatima avait épousé était d'une cruauté sans pareille, ses violences se propageant comme une maladie. Son fauteuil roulant n'avait pas été la cause de sa violence. Il lui avait simplement fourni une excuse pour libérer ce qui était déjà en lui. Le téléphone de Ngozi vibra de nouveau. Fatima. Il faut qu'on y aille tout de suite. Mais Fatima secoua la tête, un calme étrange l'envahissant. Non. Je suis venu chercher des réponses, et je les obtiendrai toutes. Le bruit d'une clé dans la serrure résonna dans l'appartement. Les yeux de Zénab s'écarquillèrent de terreur. Ngozi se plaça derrière le fauteuil roulant de Fatima, prête à la protéger, et Fatima redressa sa colonne vertébrale, prête à affronter l'homme qui pensait l'avoir brisée. À leur retour, la maison semblait différente, plus légère, comme si les murs eux-mêmes respiraient mieux, libérés du poids des mensonges et de la violence. Ngozi est resté avec Fatima, partageant leur peur commune mais aussi leur espoir grandissant. Je vais préparer le dîner, dit Ngozi, l'emmenant vers le salon. Repose-toi. Mais le repos était impossible pour Fatima. Chaque craquement de la maison, chaque bruit de moteur de voiture au loin, l'attendait, anticipant le retour de Tindé. Elle s'occupait à relire les papiers du divorce que Kémy, son ancien élève, l'avait aidé à préparer par téléphone, mais les mots se brouillaient devant ses yeux. À 16 heures, les enfants rentrèrent de l'école, leur voix apaisante pour les nerfs à vif de Fatima. Maman. Finka se précipita pour serrer Fatima dans ses bras, ses petits bras serrés autour de son cou. Tu es belle aujourd'hui. Où es-tu allée? Avant que Fatima ne puisse répondre, Fémi entra, son regard scrutant immédiatement la pièce, une question silencieuse dans ses yeux. Où est Baba? La question flottait dans l'air, lourde de sens. Que devait-elle leur dire? Comment une mère explique-t-elle que leur père, l'homme qui leur avait appris à faire du vélo et les avait aidés à faire leurs devoirs, était aussi un monstre qui la battait pour le plaisir d'une autre femme? Venez vous asseoir, dit Fatima, tapotant le canapé à côté d'elle. Vous tous, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Ils se rassemblèrent autour d'elle, Fémi, 16 ans, Kin, 13 ans, et la petite Finka, 8 ans, le visage grave, sachant pertinemment que ce n'était pas une conversation ordinaire. Votre père et moi. Fatima hésita, cherchant le juste équilibre entre la vérité brute et la nécessité de les protéger du traumatisme. Nous allons vivre séparés pendant un certain temps. Parce qu'il te frappe, dit Fémi d'un ton neutre, ce n'était pas une question mais une affirmation. Kin tressaillit, mais Finka hocha la tête solennellement, comme pour confirmer ce qu'elle avait toujours su. Tu le savais? Demanda Fatima, le cœur brisé à nouveau par la douleur de cette révélation. On le savait tous, maman, répondit Fémi, paraissant soudain plus vieux que ses 16 ans. Les murs de cette maison ne sont pas épais. Les larmes brûlaient les yeux de Fatima. Pendant tout ce temps, elle avait cru les protéger en endurant en silence, en faisant comme si tout allait bien au lendemain des accès de colère de Tindé. Au lieu de cela, elle leur avait appris que la violence était quelque chose à cacher, à accepter, à endurer. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle. « J'aurais dû mettre fin à tout ça plus tôt. » Kin, son cadet toujours sensible, lui prit la main. « Baba va-t-il revenir? »« Pas pour vivre avec nous, » dit Fatima fermement. « Votre père et moi sommes en instance de divorce. »« Bien, » dit Fémi avec une véhémence inattendue, le regard rempli d'une fureur froide et masculine. « Il ne te mérite pas, maman. » Finka grimpa sur ses genoux et lui tapota la joue de sa petite main. « Ne pleure pas, maman. On va prendre soin de toi maintenant. »
Fatima les rassembla contre elle. Ces précieux enfants qui avaient grandi trop vite, forcés de porter le poids des secrets d'adultes. Non, mes amours, c'est mon travail de prendre soin de vous. Et c'est exactement ce que je vais faire, mieux que jamais. Ils restèrent assis ensemble, bras dessus, bras dessous, à se murmurer des mots rassurants jusqu'à ce que Ngozi les appelle pour le dîner. Le repas fut discret mais sans tristesse, comme s'ils s'adaptaient tous à une nouvelle réalité qui, bien qu'incertaine, semblait plus sûre. Après le dîner, tandis que Ngozi aidait les enfants à faire leurs devoirs, Fatima se rendit en fauteuil roulant dans la chambre principale, se préparant à la tâche qui l'attendait. En ouvrant la porte, elle fut surprise de constater que la pièce avait changé. L'armoire de Tindé était vidée, sa table de chevet rangée et même ses photos avaient disparu des murs. Sur le lit, se trouvait une enveloppe scellée portant son nom, Fatima, écrit de son écriture familière. Les doigts tremblants, elle l'ouvrit. Fatima, j'ai pris ce qui m'appartient. Je vous contacterai par l'intermédiaire de mon avocat pour la suite. Les enfants peuvent rester chez vous pour le moment, mais ne croyez pas que ce soit fini. Un infirme ne peut pas élever 3 enfants seuls. Tu m'as humilié aujourd'hui. Souviens-toi de ça, Fatima. La menace subsistait entre les lignes, mais autre chose frappa Fatima. L'absence de toute allusion à l'amour, à leurs 15 années ensemble, au regret de ses actes. Même maintenant, confronté aux conséquences de sa trahison, Tindé se considérait comme la victime. Fatima froissa le mot et le jeta à la poubelle. Ses paroles n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. Son téléphone sonna, encore un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre. « Allô, Madame Fatima. » Une voix de femme vaguement familière. « Oui, qui est-ce » ? C'est Zénab. Fatima eut le souffle coupé. « Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Je dois vous prévenir. » Fatima serra le téléphone plus fort. « Me prévenir de quoi ? Tindé est revenu après votre départ. Il était, je ne l'ai jamais vu aussi en colère. » Sa voix tremblait. Il a tout saccagé dans l'appartement. Une fois calmé, il a commencé à passer des appels à ses frères, à son avocat et même à quelqu'un qu'il appelait « mon ami policier ». Fatima était pétrifiée. Qu'a-t-il dit ? Il veut te prendre tes enfants. Il prétend que tu es mentalement instable, que ton handicap fait de toi une mère inapte. Elle marqua une pause, la peur dans sa voix audible. Et il vient ce soir chercher les enfants. Le monde semblait s'effondrer sous les pieds de Fatima. Ce soir. Tu es sûr? Oui. Il a dit à son frère de le retrouver chez toi à 21h. Il voulait éviter de faire une scène devant les voisins. Fatima vérifia l'heure. 19h45. Un peu plus d'une heure. Pourquoi me dis-tu ça ? Demanda Fatima, la suspicion perçant dans sa voix. La réponse de Zénab survint après un long silence. Parce qu'en détruisant l'appartement, il m'a cassé le bras. J'appelle de l'hôpital. Sa voix était brisée, emplie de regrets. J'aurais dû partir dès la première fois qu'il m'a poussé. Ne le laisse pas faire de mal à qui que ce soit. La ligne fut coupée. Fatima resta figée, analysant ses paroles, l'avertissement, la menace imminente, puis l'action. Elle se précipita dans le salon. « Ngozi !» cria-t-elle, essayant de contenir sa panique. « Il faut partir tout de suite. » Ngozi leva les yeux de là où elle aidait Kin en mathématiques. « Quoi ? Pourquoi ? Tindé arrive avec ses frères pour emmener les enfants. » La compréhension se lisait immédiatement dans ses yeux. « Combien de temps avons-nous ? » Environ 1 heure, peut-être moins. Ce qui suivit fut un chaos organisé. Vêtements essentiels rangés dans des sacs, documents importants rassemblés, questions larmoyantes des enfants auxquelles on répondit le plus calmement possible. « Où allons-nous aller ?» demanda Kin, serrant ses livres contre sa poitrine comme pour les protéger. « Chez tante Ngozi », lui dit Fatima, projetant une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement, juste pour ce soir. « Alors demain, on parlera aux juges qui pourront s'assurer que ton père ne puisse pas t'emmener. »« Mais c'est notre maison », protesta Finca, la lèvre inférieure tremblante. « La maison n'est pas un endroit, mon soleil,
lui dit Fatima doucement. C'est là où nous sommes ensemble et en sécurité. Tandis que Ngozi chargeait leurs bagages préparés à la hâte dans sa voiture, Femi s'approcha de Fatima, son jeune visage marqué par la détermination. « Je n'ai pas peur de Baba, » dit-il. « Je peux lui tenir tête s'il essaie de nous prendre. » Fatima prit son visage dans ses mains. Ce garçon s'efforçait tant d'être un homme. « Ton travail n'est pas de combattre ton père, Femi, c'est de protéger ton frère et ta sœur en restant avec moi. Peux-tu faire ça ?» Il hocha la tête solennellement, les épaules se redressant sous la responsabilité. Ils étaient presque prêts lorsque les phares balayèrent les fenêtres du salon. Une voiture s'engagea dans leur allée. Le cœur de Fatima battait la chamade. « C'est trop tôt », murmura Ngozi en regardant à travers les rideaux. « Ce n'est pas la voiture de Tindé. » Un coup à la porte les figea tous. « Madame Fatima !» Une voix masculine appela. C'est l'agent Musa du commissariat central d'Ibadan. Ngozi et Fatima échangèrent des regards alarmés. Tindé avait-il déjà alerté la police? Que faire? Demanda Ngozi silencieusement. On frappa à nouveau, avec plus d'insistance. Madame Fatima, veuillez ouvrir, je suis là pour votre sécurité. Quelque chose dans son ton, plus inquiet qu'exigeant, décida Fatima. Laissez-le entrer. L'agent Musa était un homme grand et sérieux en uniforme. Il entra, examinant les sacs et les enfants effrayés d'un regard rapide et professionnel. « Vous comptez partir ?» observa-t-il. « Bien, c'est pour ça que je suis là. » Fatima ne comprenait pas, « Je ne comprends pas », dit-elle prudemment. Une femme, Zénab Mohamed, a appelé la station. Elle a signalé des violences conjugales et a fait des déclarations concernant des menaces contre vous et vos enfants. Il la regarda droit dans les yeux. Elle a également fourni des preuves des violences de votre mari, des enregistrements qu'il avait fait d'incidents survenus à votre domicile. Les joues de Fatima étaient en feu, à la fois de honte et de rage. Ces enregistrements, son humiliation la plus intime, étaient désormais entre les mains de la police. « Mon mari est-il en train d'être arrêté ?» demanda Fatima d'une voix à peine assurée. « Nous le recherchons », confirma l'agent Musa. « Mais en attendant, j'ai été envoyé pour vous escorter, vous et vos enfants, en lieu sûr. Nous avons des raisons de croire que vous êtes en danger imminent. » Un soulagement l'envahit, non seulement par la protection, mais aussi par le fait d'être cru. Combien de femmes étaient restées là où elles se tenaient, dénonçant des abus pour finalement être renvoyées, leurs paroles ignorées. « Nous allions chez moi », proposa Ngozi. L'agent Musa secoua la tête. Ce serait le premier endroit où il regarderait. Nous avons un refuge sécurisé spécialement pour ce genre de situation. Vous y serez en sécurité ce soir et demain, vous pourrez porter plainte et demander une ordonnance de protection. Alors qu'ils rassemblaient leurs dernières affaires, Fatima surprit Femi qui observait le policier avec un espoir las, comme s'il avait du mal à croire qu'un homme adulte et autoritaire les aidait réellement. « C'est vrai, maman », murmura-t-il tandis que Fatima passait devant lui. « Serons-nous vraiment en sécurité ?» Fatima lui serra la main. « Oui, mon fils. Voilà à quoi ressemble le début de la justice. » Ils étaient en train de monter dans le véhicule de police lorsqu'une autre voiture a déboulé dans la rue en crissant. La Toyota noire de Tindé roulait trop vite et s'immobilisa brusquement derrière eux. 3 hommes en sont sortis, Tindé et ses 2 frères, les visages durs et déterminés. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Tindé en s'élançant vers eux, puis hésitant à la vue du policier. « Qui êtes-vous » Agent Musa, Commissariat Central d'Ibadan. Reculez, monsieur. Tindé plissa les yeux, passant de l'officier à Fatima. Ce qu'elle vous a raconté, ce sont des mensonges. Je suis là pour mes enfants. Vos enfants partent avec leur mère en lieu sûr, déclara fermement l'agent Musa, se positionnant entre Tindé et leur véhicule. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. La voix de Tindé s'éleva, son masque de civilité s'effaçant, laissant place à une rage froide. Des droits que tu as perdus en maltraitant ta femme, répondit froidement l'officier. Nous avons des preuves, monsieur Adebayo, des preuves substantielles. Quelque chose dans le ton de l'officier,
La certitude, le dégoût, sembla transpercer l'arrogance de Tindé. Pour la première fois, Fatima vit la peur remplacer la colère dans son regard. « Quelle preuve ?» demanda-t-il d'une voix plus faible. « Les enregistrements que vous avez fait des coups que vous avez infligés à votre femme handicapée, » dit l'agent Musa sans détour. « Ce que vous avez partagé avec votre petite amie qui, soit dit en passant, nous a fait une déposition complète depuis son lit d'hôpital. » Les frères de Tindé échangèrent des regards choqués, s'écartant de lui comme si sa honte était contagieuse. L'aîné des frères de Tindé, Seguin, demanda « De quoi parle-t-il » ? De quels enregistrements? Mais Tindé resta figé. L'impact de son exposition le rendit muet. L'agent Musa se tourna vers Fatima. « Madame Fatima, veuillez monter dans le véhicule avec vos enfants. Je m'en occupe. » Alors que Ngozi l'aidait à monter dans la voiture de police, Fatima aperçut une dernière fois Tindé, seul dans l'allée de ce qui avait été leur maison, ses frères maintenant à distance, son visage marqué de rage contrariée et de conséquences imminentes. Pour la première fois depuis des années, elle n'éprouvait aucune peur en le regardant. Seulement de la pitié pour un homme qui avait détruit tout ce qui aurait pu donner un sens à sa vie. Alors qu'il s'éloignait vers un lieu sûr, la petite main de Finca trouva la sienne dans l'obscurité. « Est-ce que tout va bien se passer, maman ?» Fatima la serra contre elle, respirant l'odeur de noix de coco de ses cheveux. « Oui, mon cœur. On va déjà mieux que jamais. » Et pour la première fois, elle y crut vraiment. Fatima a-t-elle déjà ressenti le poids d'un fardeau s'envoler si soudainement qu'elle a failli flotter avec? C'est la question qui l'habita lors de leur 7e jour au refuge pour femmes d'Ibadan. 7 jours de sécurité, 7 nuits sans peur, 7 matins à se réveiller avec les visages paisibles de ses enfants, dénués de la tension qui était devenue leur quotidien. Le refuge n'était pas du tout comme Fatima l'avait imaginé. Ce n'était pas un dortoir vide, mais un complexe clos de murs avec des unités familiales individuelles, une aire de jeu vibrante pour les enfants et un service de sécurité 24h24, une oasis de paix inattendue. Des femmes de tous horizons circulaient dans les espaces communs, chacune portant son propre récit de survie, chacune à son stade de reconstruction. Madame Fatima, la directrice du centre, Madame Neka, une femme imposante d'une 60aine d'années avec ses tresses argentées et son regard qui ne laissait rien passer, apparut à sa porte. « Votre avocate est là. » Fatima lissa sa robe de pagne, vérifia que les enfants étaient installés tranquillement avec leurs livres dans le petit salon et la suivit jusqu'à la salle de réunion. Kémy, son ancienne étudiante, aujourd'hui stagiaire en droit, était assise à côté d'une femme d'un certain âge au regard perçant sous des lunettes élégantes. Elles se levèrent toutes les deux à son entrée. « Madame Fatima, » dit Kémy en l'embrassant chaleureusement, « voici maître Ifeoma Okafor, l'avocate principale qui a accepté de défendre votre cause. » « À titre bénévole, » ajouta maître Okafor, en lui serrant fermement la main. « Kémy m'a tout raconté. Votre situation me touche personnellement. » Elles s'installèrent à la table où maître Okafor étala plusieurs documents. « J'ai déposé une demande d'ordonnance de protection d'urgence, » commença-t-elle sans préambule. « Elle a été accordée. Votre mari ne peut pas s'approcher à moins de 100 mètres de vous ou des enfants. » Le soulagement submergea Fatima, une vague de calme inespéré. Et le divorce a été déposé hier. Compte tenu des preuves. Elle désigna un dossier scellé qui, Fatima le savait, contenait les enregistrements que Zénab avait remis à la police, ainsi que son propre enregistrement. Je ne prévois pas de difficulté à obtenir des conditions favorables. Qu'en est-il de la garde? C'était la plus grande crainte de Fatima, que l'argent ou les relations de Tindé lui permettent de prendre ses enfants. L'expression de Madame Okafor s'adoucit légèrement. Les enregistrements ne sont pas seulement la preuve d'abus à votre égard, Madame Fatima. Ils démontrent un père prêt à traumatiser ses enfants en maltraitant leur mère à portée de voix. Aucun juge ne lui accordera la garde. Il se battra, prévint Fatima. Il dit déjà que je suis instable, que mon handicap fait de moi une mère indigne. Qui le saura? Répondit maître Okafor d'une voix ferme, un sourire confiant se dessinant sur ses lèvres. J'ai déjà recueilli les témoignages des enseignants de vos enfants, de vos voisins et même de votre médecin, tous témoignant de vos soins exceptionnels malgré vos difficultés physiques.
On frappa à la porte et elles furent interrompues. Madame Neka entra, accompagnée d'un jeune policier que Fatima n'avait jamais vu auparavant. « Madame Adebayo » demanda-t-il avant de se corriger devant le sursaut de Fatima. « Madame Fatima. Je suis l'agent Ibrahim de l'unité des violences conjugales. Je dois vous informer que votre mari a été arrêté et inculpé de coups et blessures. » La pièce sembla légèrement tourner pour Fatima. « Arrêté quand ? » Ce matin. Nous avons exécuté un mandat de perquisition dans ses locaux professionnels et découvert des preuves supplémentaires corroborant les enregistrements fournis par Madame Mohamed. « Quelles preuves ? » demanda Fatima, pas sûre de vouloir la réponse. L'agent hésita, jetant un coup d'œil à Madame Neka, qui hocha la tête en signe d'encouragement. « Un journal, dit-il finalement, sa voix basse. Détaillant ses activités avec vous, des photos et des documents financiers attestant de retrait systématique de fonds familiaux, ce qui ajoute l'abus financier aux accusations. Un journal. Il avait conservé un souvenir de sa cruauté, tel un trophée, ses propres méfaits gravés sur papier. La nausée monta à la gorge de Fatima, le dégoût la submergeant. Il y a autre chose, poursuivit l'agent Ibrahim. Madame Mohamed a également porté plainte. Son rapport médical révèle des blessures typiques de violence continue. Fatima pensa à Zénab dans sa robe de soie, aux ecchymoses sur son poignet, à son bras fracturé. La femme qui avait apprécié les enregistrements de sa douleur avait finalement subi, elle aussi, la violence de Tindé. « Va-t-elle témoigner ?» demanda Fatima. « Oui, sa déclaration est très détaillée. » Il marqua une pause, son regard grave. Elle a mentionné quelque chose que je suis obligé de vous demander. Elle prétend que M. Adebayo lui a dit avoir provoqué votre accident de voiture il y a 4 ans en manipulant vos freins. Ces mots frappèrent Fatima comme un coup dur, plus violent que n'importe quel point. Son fauteuil roulant. La paralysie qui avait changé sa vie à jamais. Ce n'était pas un accident. C'est impossible, murmura Fatima, la voix étranglée par l'incrédulité et l'horreur. Il était au travail quand c'est arrivé. On enquête, dit doucement l'agent Ibrahim. Il s'agissait peut-être simplement d'une vantardise pour effrayer Madame Mohamed, mais nous devons explorer toutes les pistes. La main de Maître Okafor couvrit la sienne, un geste réconfortant. Un pas à la fois, Madame Fatima, concentrons-nous sur ce dont nous sommes certains. Après le départ de l'officier, Fatima resta assise, stupéfaite. Tindé aurait-il pu délibérément provoquer son accident? Sa cruauté était-elle si calculée, si profonde, que même cet événement tragique n'était qu'un acte prémédité de contrôle? Madame Fatima, la voix de Maître Okafor interrompit ses pensées tourmentées. Il y a encore un point dont nous devons discuter. Votre situation financière. C'était le souci pratique qui l'avait empêché de dormir malgré la sécurité relative du refuge. Avec Tindé parti, comment allait-elle subvenir aux besoins de ses 3 enfants? L'école où elle était directrice avait pourvu son poste il y a des années. Ses économies avaient été systématiquement épuisées. J'y avais réfléchi, admit Fatima. Je pourrais peut-être trouver du travail comme tutrice ou... En fait, interrompit Kémy, l'excitation perçant son attitude professionnelle, j'ai déjà parlé au ministère de l'Éducation. Ils sont au courant de votre cas. On en a parlé dans les médias. La nouvelle, est-ce qu'elle s'est répandue? Fatima s'inquiéta de l'humiliation publique. Maître Okafor grimaça légèrement. Lorsqu'un homme d'affaires important est arrêté pour violence conjugale, les gens parlent. Mais dans ce cas, ça a joué en votre faveur. Kémy hocha la tête avec empressement. Les fonctionnaires du ministère étaient consternés par votre situation. On vous a proposé un poste de conseiller pédagogique pour l'inclusion du handicap. C'est un nouveau rôle qu'il prépare. Développer des programmes pour rendre les écoles plus accessibles aux élèves et aux enseignants en situation de handicap. Fatima cligna des yeux, osant à peine y croire. Un vrai poste? Pas de charité? Bien réel, assura Kémy. Avec votre expérience de directrice et votre perspective d'éducatrice handicapée, vous êtes particulièrement qualifié. Le salaire est en fait meilleur que votre ancien poste. Pour la première fois depuis des jours,
Fatima eut les larmes aux yeux, non pas de peur ou de douleur, mais d'un espoir hésitant, un chemin à suivre, un moyen de soutenir ses enfants, de se réapproprier son identité au-delà de celle de victime ou de survivante. Ce soir-là, alors que Fatima aidait Finca à faire ses devoirs, un brouhaha à l'entrée du refuge attira son attention. Par la fenêtre, elle aperçut une voiture familière, la vieille Mercedes de sa belle-mère. « Restez ici », dit Fatima aux enfants en se déplaçant dehors. La mère de Tindé, Mama Bizi, se disputait avec le gardien, son allure royale inchangée malgré ses 70 ans. Quand elle la vit, elle se figea. « Laissez-la entrer », dit Fatima au garde. « C'est la grand-mère des enfants. » Elles étaient face à face dans le petit espace d'accueil du refuge. Cette femme qu'il avait autrefois accueillie dans sa famille et qui avait ensuite fermé les yeux sur la cruauté de son fils. « Tu as détruit mon fils » furent ses premiers mots, sans même une salutation. Fatima resta calme, sa voix empreinte d'une nouvelle autorité. « Votre fils s'est détruit lui-même, Mama Bizi, et il a failli nous détruire, nous et vos petits-enfants, au passage. » Ces accusations sont enregistrées, interrompit Fatima, son regard perçant. Tindé les a enregistrées lui-même, me frappant pour le plaisir d'une autre femme. Mama Bizi tressaillit, ses mains noueuses se refermant sur son sac à main, le poids de la honte se lisant sur son visage. Il devait bien y avoir une explication. C'est vrai, votre fils n'est pas l'homme que vous vouliez qu'il soit. Ou peut-être. Fatima marqua une pause, observant son visage vieilli. Peut-être est-il exactement l'homme que vous vouliez qu'il soit? Dites-moi, Mama Bizi, Baba Tindé a-t-il aussi levé la main sur vous? Ses yeux s'écarquillèrent, puis se baissèrent. Elle ne répondit pas, vous auriez dû mieux lui apprendre, dit Fatima doucement, son ton dépourvu de jugement, seulement de la triste compréhension. Je suis venu pour mes petits-enfants, dit Mama Bizi, changeant de tactique. Ils ont besoin de leur famille. Ils ont leur famille, moi, et ils restent avec moi. Dans cet endroit, elle fit un geste dédaigneux vers le refuge. Pour l'instant, mais bientôt nous retrouverons notre propre foyer, sans peur, sans violence. Quelque chose changea dans l'expression de Mama Bizi, une fissure dans sa façade impérieuse révélant la femme qui se cachait en dessous, une femme trahie. Il a avoué, dit-elle doucement, quand je lui ai rendu visite en cellule. Ce n'était pas tout ce qu'il prétendait, mais ça suffit. Fatima attendit sans rien dire. Ce qu'il a dit sur toi, sur ce qu'il a fait. Elle ne put continuer, les larmes roulant sur ses joues. T'a-t-il parlé de l'accident? Demanda Fatima, la question qui la hantait depuis la visite de l'officier, celle qui avait causé sa paralysie. L'horreur traversa le visage de Mama Bizi. Non. Il n'aurait pas pu. Elle s'arrêta, l'incertitude remplaçant la conviction. Je ne sais plus qui est mon fils. Pour la première fois, Fatima ressentit une pointe de compassion pour cette femme fière et difficile. Elle aussi avait été trahie par l'homme qu'elle croyait connaître. Voulez-vous voir les enfants? Lui proposa Fatima. En bref, ils font leur devoir. La gratitude adoucit le visage de Mama Bizi. Oui, s'il vous plaît. Tandis qu'elle rendait visite aux enfants, d'abord gênée, puis réconfortée par la présentation des dessins de Finca, Fatima l'observait de loin, méditant sur les complexités de la famille. La mère de Tindé faisait partie du système qu'il avait façonné, et pourtant elle aussi était victime de la violence patriarcale. Le cycle avait perduré pendant des générations, mais il prendrait fin avec ses enfants. Femi apprendrait que la virilité est synonyme de protection et non de contrôle. Qui ne comprendrait que la force se manifeste sous de multiples formes, y compris le courage d'être doux. Et Finca, sa belle-fille, grandirait en sachant que sa valeur était innée, non déterminée par un homme. Après le départ de sa grand-mère, Femi rejoignit Fatima sur la petite véranda devant leur unité. « Baba ira-t-il en prison ?» demanda-t-il, son jeune visage grave dans la lumière déclinante. « Probablement, » répondit Fatima honnêtement, mais pas pour toujours. As-tu peur quand il sortira? La question fit réfléchir Fatima. Elle aussi avait été prise dans cette réaction de peur automatique si longtemps ancrée en elle. Non, réalisa-t-elle, surprise par la vérité.
Je n'ai plus peur. Fémie hocha la tête, satisfaite. Moi non plus. Il hésita. Maman, au ministère, est-ce que les gens te mépriseront à cause de ton fauteuil roulant? La question transperça Fatima. Son fils s'inquiétait du regard du monde sur sa mère, la femme infirme. Certains pourraient l'être, reconnaissait-elle avec sagesse. Mais c'est leur faute, pas la mienne. Cette chaise ne me définit pas, tout comme les actions de ton père ne te définissent pas. Il réfléchit, puis redressa les épaules, un homme en devenir. Je suis fier de toi, maman. Ces 5 mots de son fils, qu'il avait regardé ramper avant de trouver la force de se dresser, signifiaient plus que n'importe quelle distinction professionnelle. Alors que le soleil se couchait sur l'abri qui était devenu leur refuge temporaire, Fatima sentit quelque chose d'inconnu se déployer en elle. Non seulement l'espoir de survivre, mais aussi l'anticipation de ce qui l'attendait. Une carrière qui renaît, des enfants qui guérissent, une vie retrouvée. Le chemin à suivre ne serait pas facile. Il y aurait des audiences et des témoignages, des difficultés financières et des cicatrices émotionnelles. Tindé était peut-être emprisonné, mais un jour il serait libéré. Sa famille pourrait les soutenir ou se retourner contre eux. Mais pour la première fois depuis des années, Fatima affrontait l'avenir à sa façon, sa tête haute. Son fauteuil roulant ne l'avait pas affaibli. Il avait été le creuset qui avait révélé sa véritable force, sa résilience inébranlable. À la tombée de la nuit, elle leva les yeux vers les étoiles qui apparaissaient une à une au-dessus des murs de l'abri. Les mêmes étoiles avaient été témoins de sa souffrance en silence. Maintenant, elles allaient assister à son ascension, à la femme qu'elle redeviendrait. « À quoi penses-tu, maman » demanda Fémie, suivant son regard vers le haut. « À propos de demain, » dit Fatima simplement, « et de tous les lendemains qui suivront. » Avez-vous déjà traversé le feu et en être sortie non seulement vivante mais régénérée? Avez-vous déjà ressenti le sentiment de passer de victime à vainqueur à chaque pas vers la reconquête de votre dignité? Le tribunal des affaires familiales d'Ibadan était imposant, tout en bois poli et ses couloirs résonnants amplifiaient chaque pas, chaque chuchotement entre avocats. Fatima était assise dans son fauteuil roulant devant la salle d'audience numéro 3, vêtue de sa tenue la plus professionnelle. Un costume bleu marine sur mesure qui avait autrefois servi d'uniforme à son directeur d'école et qui était maintenant légèrement ample après des semaines de perte de poids due au stress. Elle avait l'impression de porter une armure, non pas pour se cacher, mais pour se protéger et affirmer sa nouvelle force. « Êtes-vous prête ?» demanda Maître Okafor, une femme nigériane d'une 50aine d'années, avocate principale, au regard perçant derrière des lunettes élégantes, dégageant intelligence et autorité, vêtue d'un tailleur professionnel, rangeant des documents dans son porte-documents en cuir. 2 mois de préparation avaient conduit à ce jour, l'audience officielle de divorce et de garde des enfants. « Plus prête que jamais », répondit Fatima, lissant les plis invisibles de sa jupe, une flamme dans ses yeux. Les portes du tribunal s'ouvrirent et l'agent Ibrahim, un jeune policier en uniforme, en sortit, hochant chaleureusement la tête dans sa direction. On l'amène maintenant par l'entrée sécurisée. Vous n'aurez pas à le voir avant d'être tous les deux à l'intérieur. Fatima hocha la tête avec gratitude. Même si elle n'avait plus peur de Tindé, elle préférait ne l'affronter qu'en cas de nécessité, seulement avec toute l'armure de la loi autour d'elle. Maman. Fémie s'approcha avec Kin et Finka, tous droits et d'un air inhabituellement formel dans leurs uniformes scolaires impeccables. Derrière eux marchait Ngozi, et à la surprise générale, Mama Bizi, la mère de Tindé, devenue une alliée inattendue ces dernières semaines, son visage marqué par la gravité. « Vous ne devriez pas être ici, » dit Fatima, inquiète. « Vous devriez être à l'école. » On n'arrivait pas à se concentrer de toute façon, répondit Fémie, avec ce sens pratique qui était devenu sa marque de fabrique. On avait besoin d'être avec toi. Finka grimpa sur les genoux de Fatima, ses petits bras encerclant son cou. On verra Baba aujourd'hui. Oui, répondit Fatima honnêtement. Mais seulement au tribunal, et tu n'es pas obligé de lui parler si tu ne le souhaites pas, je le veux, dit doucement Kin. Son cadet, toujours pacificateur, était celui qui avait le plus souffert de l'absence de son père, malgré les violences.
Juste pour lui dire au revoir comme il se doit. On verra bien, esquiva Fatima, échangeant un regard avec Maître Okafor. Le juge déciderait finalement si les enfants parleraient à leur père. Un huissier de justice se présenta à la porte. Adebayo contre Adebayo. Le tribunal est prêt. Alors que Ngozi emmenait les enfants à l'espace familial prévu pour les témoins, Mama Bizi s'approcha, le visage solennel sous son foulard de soie raffinée. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, dit-elle d'une voix basse et digne, sachez que je suis à vos côtés, vous et les enfants. Mon fils devra assumer les conséquences de ses actes. » Cette transformation stupéfiait encore Fatima. Après avoir vu les preuves contre son fils, les enregistrements, les documents financiers, les rapports médicaux de Zénab et d'elle-même, elle avait subi un profond changement. Peut-être était-ce l'instinct maternel qui se tournait vers ses petits-enfants, ou peut-être était-ce une femme septuagénaire qui affrontait enfin la violence patriarcale qui avait façonné sa propre vie. « Merci », dit Fatima simplement. Son soutien avait été crucial dans l'enquête policière, surtout lorsqu'elle avait confirmé que Tindé était bien chez lui le jour de son accident et non au travail comme il avait prétendu, ajoutant une couche de préméditation glaçante à ses crimes. La rampe d'accès au tribunal semblait plus raide que d'habitude, et ses bras tremblaient légèrement en la gravissant. Maître Okafor marchait à ses côtés, sa présence assurée et rassurante. Puis, Fatima le vit. Tindé, assis à la table des accusés, vêtu d'un costume ample qui ne lui allait plus. 2 mois de détention avaient creusé ses joues, terni sa coupe de cheveux autrefois impeccable. Son regard, lorsqu'il croisa le sien, n'exprimait aucune de l'arrogance à laquelle Fatima s'attendait. Au lieu de cela, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, la honte. À côté de lui était assis son avocat, un homme richement vêtu dont l'assurance suggérait qu'il croyait que l'argent pouvait résoudre tous les problèmes. Il apprendrait différemment aujourd'hui. En installant son fauteuil roulant à leur table, Fatima sentit plutôt qu'elle ne vit les enfants entrer dans la salle. Elle entendit le petit halètement de Finca à la vue de son père. Elle résista à l'envie de se retourner pour voir comment ils allaient. Ils étaient sains et saufs, et aujourd'hui, elle devait se concentrer entièrement sur la procédure. « Levez-vous tous », appela l'huissier à l'entrée du juge. Une femme au visage sévère, aux cheveux grisonnants sévèrement tirés en arrière, sa robe impeccable, entra et prit place. « Asseyez-vous », ordonna-t-elle, parcourant la salle d'audience avec une efficacité éprouvée. Affaire numéro 247B. Requête en divorce et garde exclusive Fatima Oladeji contre Tindé Adebayo. Maître, veuillez vous identifier. Après la présentation des avocats, la juge examina les documents, jetant de temps à autre un coup d'œil vers Fatima, vers Tindé et vers les enfants assis dans la galerie. Finalement, elle mit les papiers de côté. C'est une affaire troublante, commença-t-elle, sa voix grave remplissant la pièce. Les preuves présentées sont pour le moins troublantes. Avant de passer aux plaidoiries formelles, je souhaite entendre directement les parties concernées. Madame Oladeji, pourriez-vous vous adresser à la cour ? Fatima s'avança légèrement, reconnaissante d'avoir le microphone qui lui évitait d'avoir à élever la voix. Durant les semaines de préparation, Maître Okafor l'avait beaucoup conseillé sur le ton à adopter et sur la manière de présenter son cas avec sérénité malgré le poids émotionnel. « Votre honneur », commença Fatima, la voix plus assurée qu'elle ne le pensait, tirant sa force de la dignité qu'elle avait retrouvée. « J'ai épousé Tindé Adebayo il y a 15 ans, convaincu que nous bâtirions une vie de respect et de soutien mutuel. Pendant de nombreuses années, cela a semblé être le cas. J'étais directrice d'école, il travaillait dans les télécommunications. Nous avions 3 enfants et une maison confortable. » Fatima fit une pause, rassemblant ses forces pour la suite. « Il y a 4 ans, j'ai eu un accident de voiture qui m'a laissé paralysé de la taille aux pieds. Ce que j'ignorais alors, et que les enquêtes policières ont depuis suggéré, c'est que l'accident n'était peut-être pas accidentel. » Un murmure parcourut la salle d'audience, le juge plissa les yeux, son regard perçant. « Après mon invalidité, le comportement de Tindé a changé. Ce qui n'était au départ qu'une impatience s'est transformé en violence verbale, puis physique. Le tribunal a eu connaissance des preuves, des enregistrements réalisés par mon mari lui-même, documentant ces violences systématiques. »
Fatima n'avait pas besoin de regarder Tindé tandis qu'elle détaillait le vol financier, l'abandon planifié, les coups du lundi donnés pour le divertissement de sa maîtresse. Elle le disait pour ses enfants, pour la justice, pour elle-même. Je ne suis pas ici pour me venger, votre honneur. Je recherche la sécurité de mes enfants qui ont déjà trop souffert. Je suis ici pour réclamer une restitution financière pour les fonds détournés de nos comptes familiaux, et je réclame la liberté de reconstruire ma vie sans crainte. À la fin de sa déposition, le silence régnait dans la salle d'audience. Le juge hocha la tête, puis se tourna vers Tindé. « Monsieur Adebayo, souhaitez-vous vous adresser à la cour ?» Tindé se leva, ignorant la tentative de son avocat de lui murmurer quelque chose à l'oreille, comme si une vérité plus grande l'obligeait à parler. « Oui, votre honneur. » Sa voix était basse, dépourvue de la présence imposante dont Fatima se souvenait. « Je n'ai aucune justification pour mes actes. Les enregistrements montrent ce que je suis devenu. Un monstre. » Son avocat tira frénétiquement sur sa manche, mais Tindé le repoussa. « Non. Je ne vais plus mentir. » Il se tourna légèrement, regardant non pas Fatima, mais les enfants dans la galerie, ses yeux emplis d'un profond regret. « J'ai échoué en tant que mari. J'ai échoué en tant que père. J'ai laissé la colère et le ressentiment m'empoisonner après l'accident de Fatima, la blâmant pour des changements qui n'étaient pas de sa faute. » Le juge se pencha en avant, son expression neutre. « Monsieur Adebayo, avouez-vous les sévices décrits dans ces documents ? » « Oui, » répondit-il simplement. « Tous les coups, les enregistrements, l'argent, tout. » Son avocat se leva, visiblement bouleversé. « Votre honneur, mon client n'est pas dans un état mental suffisant pour... »« Asseyez-vous, maître. » ordonna sèchement le juge. « Votre cliente semble être la personne la plus lucide présente dans cette salle d'audience. » Elle se tourna vers Tindé. Continuez. Tund deglutted visiblement. Je ne contesterai pas le divorce, ni la garde des enfants. Mes enfants méritent mieux que ce que je leur ai montré. Concernant les questions financières et les accusations criminelles, j'accepte les sanctions que le tribunal jugera appropriées. Le juge l'observa longuement. Et les allégations concernant l'accident de votre femme, la manipulation de son véhicule. Un frisson parcourut Fatima. C'était le moment de la vérité. « Yeah » commença-t-il, puis s'interrompit, fermant brièvement les yeux, comme s'il revivait le moment. « J'étais en colère ce jour-là. Elle avait une promotion et gagnait plus que moi. On s'est disputé. J'ai desserré la durite de frein. Pas assez pour une panne immédiate, juste assez pour des incidents. » Des halètements résonnèrent dans la salle d'audience. Le petit cri de Finca transperça l'air. Fatima sentit le monde basculer sous ses pieds. La confirmation de ce qu'elle soupçonnait, mais qu'elle ne pouvait supporter d'y croire, venait de tomber. Sa paralysie n'était ni un accident, ni le destin, ni un coup du sort. C'était la cruauté délibérée de l'homme qui avait juré de l'aimer et de la protéger. Le marteau du juge claqua violemment. « Ordre !» Elle se tourna vers Fatima, son expression s'adoucissant légèrement. « Madame Oladeji, avez-vous besoin d'une pause ?» Fatima secoua la tête, les larmes coulant silencieusement sur son visage, des larmes de douleur et de libération. « Non, votre honneur, j'ai besoin que ce soit terminé aujourd'hui. » Elle hocha la tête, son regard exprimant une compréhension manifeste, une empathie profonde. S'ensuivit une succession de procédures judiciaires. Maître Okafor présenta leurs conditions. L'avocat de Tindé formulait des objections symboliques que son client rejetait à plusieurs reprises, étrangement désireux d'assumer sa culpabilité. Le juge examinait les documents et rendait des décisions qui allaient transformer leur vie. À midi, c'était fait. Le divorce fut prononcé. La garde exclusive fut accordée à Fatima, avec des visites surveillées pour Tindé après sa sortie de prison, si les enfants le souhaitaient. Une restitution financière fut ordonnée, y compris la restitution de l'appartement d'Ikoyi et des fonds supplémentaires. Son nom de jeune fille fut rétabli. Fatima redevint Fatima Oladeji, une femme libre. Alors que le juge s'apprêtait à lever l'audience, Tindé reprit la parole,
sa voix à nouveau faible, mais empreinte d'une dignité nouvelle. Votre honneur, puis-je m'adresser directement à ma famille, juste une fois? Après un moment de réflexion, elle acquiesça brièvement. Tindé se tourna vers Fatima pour la première fois. Fatima, il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai fait. Être désolé ne suffit pas. Je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas, sa voix se brisa. Si je pouvais échanger ma place avec toi, prendre sur moi ta paralysie et te rendre tes jambes, je le ferais sur le champ. Son regard se tourna vers les enfants. Femi, Kin, Finka, souvenez-vous que c'est la force de votre mère, et non ma faiblesse, qui est votre héritage. Apprenez d'elle, pas de moi. Il marqua une pause, visiblement en difficulté. Je t'aime. J'ai échoué. Les deux peuvent être vrais à la fois. Sur ce, il se tourna vers la juge qui hocha la tête et abattit son marteau, le son retentissant comme un point final. L'audience fut levée. Tandis que Tindé était emmené par les auxiliaires de justice, de nouveau en détention en attendant sa condamnation, Kin se détacha soudain de Ngozi et courut vers son père. « Baba !» s'écria-t-il, tendant la main. Tindé s'arrêta et regarda Fatima d'un air interrogateur. Fatima acquiesça d'un signe de tête, et les policiers laissèrent Kin s'approcher. « Je suis désolé, Baba !» dit son fils au cœur tendre, les larmes aux yeux. Tindé s'agenouilla, se mettant à la hauteur de leur enfant. « Non, mon fils, tu n'as rien à regretter. » Rien. Kin jeta ses bras autour du cou de son père, l'enlaçant avec force. Au bout d'un moment, Finka le rejoignit, son petit corps pressé contre le flanc de son père. Seul Femi restait à l'écart, observant les émotions complexes se lisant sur son jeune visage, tandis que les policiers séparaient délicatement les enfants de leur père, l'emmenant vers un avenir d'incarcération et de déshonneur. Fatima se retrouva à partager le deuil complexe de Kin. Malgré tout, les abus, la trahison, la cruauté calculée de sa volonté de perturber ses pauses, une partie d'elle pleurait l'homme qu'aurait pu être Tindé, la famille qu'ils auraient pu avoir. Devant le tribunal, sous le regard impitoyable du soleil d'Ibadan, des journalistes attendaient avec caméra et micro. La nouvelle des aveux d'un homme d'affaires de premier plan pour violence conjugale et tentative de meurtre s'était rapidement répandue, devenant un sujet brûlant dans la communauté. Madame Oladeji, l'interpellait-il, utilisant son nom de jeune fille rétablie. « Que pensez-vous du verdict ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Mama Bizi avança, son allure majestueuse réduisant la foule au silence. « Mon ex-belle-fille ne prendra pas la parole aujourd'hui. Son courage devant le tribunal a été révélateur. Ce que vous devez dénoncer, c'est que la violence envers les femmes, qu'elles soient handicapées ou non, ne sera plus tolérée ni dissimulée dans nos familles. » Ces mots résonnèrent, un message puissant de changement. Alors que Ngozi aidait à faire monter les enfants dans sa voiture, Maître Okafor lui tendit une enveloppe épaisse. Le juge a tout accéléré. Ce sont vos documents légaux, jugement de divorce, ordonnance de garde, transfert de propriété. Vous êtes officiellement de nouveau Fatima Oladeji, femme libre et seule tutrice de vos enfants. Fatima serra l'enveloppe, symbole physique de sa libération. Merci ne suffit pas, pas besoin de merci, répondit Maître Okafor avec un petit sourire. Vis bien, tout simplement. C'est la meilleure des vengeances. Alors qu'ils quittaient le tribunal, laissant derrière eux les vestiges d'un mariage fondé sur le mensonge, Finka monta sur les genoux de Fatima. Son visage était encore baigné de larmes après avoir dit au revoir à son père. Sommes-nous toujours une famille, maman ? Elle posa la question qui comptait le plus pour son cœur d'enfant de 7 ans. Fatima la serra contre elle en regardant Femi et Kin. Nous avons toujours été une famille, mon rayon de soleil, et nous le serons toujours. Mais plus petite maintenant, observa Finka, son esprit analytique essayant de donner un sens aux événements de la journée. Différente, corrigea Fatima doucement, pas plus petite. Et parfois, différent peut être meilleur, plus sûr, plus heureux. En approchant du refuge qui avait été leur foyer temporaire la dernière fois qu'ils y retourneraient, puisque demain ils emménageraient dans une petite maison que Fatima avait louée près de son nouveau bureau au ministère,
Fatima se surprit à envisager le chemin à parcourir. Il y aurait des cauchemars et des séances de thérapie, des difficultés financières et des questions difficiles. Il y aurait des jours où les enfants regretteraient leur père malgré tout, des jours où le chagrin d'avoir perdu sa mobilité la submergerait, des jours où reconstruire lui semblerait impossible. Mais il y aurait aussi des matins sans peur, des soirées remplies de rires sincères, des nuits de sommeil paisible. Il y aurait une carrière qui renaîtrait, des enfants qui guériraient, une vie retrouvée, pas à pas, roue après roue. Maman, dit Femi en arrivant au refuge, son jeune visage sérieux malgré son âge. J'ai réfléchi à ce que Baba avait dit au tribunal, à propos de l'apprentissage, que j'apprendrais de toi et non de lui. Oui, insista Fatima lorsqu'il hésita. Je vais devenir avocat, déclara-t-il avec une assurance soudaine, comme maître au cas fort, pour aider d'autres familles comme la nôtre. La fierté envahit Fatima, non seulement face à son ambition, mais aussi face à l'empathie qui la sous-tendait. Malgré tout ce dont il avait été témoin, son fils choisissait de transformer la douleur en objectif, de lutter pour la justice. « Tu feras un excellent avocat », lui dit-elle avec un sourire. Comment aurait-il pu en être autrement? Tandis que Ngozi l'aidait à descendre de la voiture et à s'installer dans son fauteuil roulant, Fatima leva les yeux vers l'abri qui les avait abrités pendant leurs jours les plus sombres. Des femmes s'y déplaçaient, certaines fraîchement arrivées avec des bleus frais et le regard perdu. D'autres se préparaient à partir avec l'espoir hésitant de survivantes. Fatima était entrée dans ces portes brisées et effrayée. Elle en partirait entière, différente mais entière. Le soleil se couchait sur Ibadan, teintant la ville de nuances dorées et cramoisies. Quelque part dans cette ville se trouvait une cellule où Tindé méditait sur ses crimes. Quelque part, il y avait un appartement à Ikoyi, bientôt vendu pour financer l'éducation de ses enfants. Quelque part, il y avait un bureau du ministère de l'Éducation où elle contribuerait à rendre les écoles accessibles aux élèves et aux enseignants handicapés. Quelque part, dans toutes les directions, s'étendait l'avenir incertain, indéniablement sien. Un avenir où Fatima Oladeji, la femme forte qu'elle était devenue, allait enfin vivre librement, sa dignité restaurée et son cœur rempli d'un nouveau espoir.